Merci beaucoup pour l'invitation à l'Université de Laval. Et j'ai préparé la présentation en français pour aider la lecture, mais je vais la faire en espagnol. Para asegurar que pour s'assurer que vous pourrez vous reposer les oreilles, je vais faire la présentation en espagnol. Alors, chers francophones, excusez-moi, mais je vais faire la présentation en espagnol. Cette présentation pourra présenter le contexte de la stratégie nationale REDD en tentant de se concentrer sur le thème de cet atelier. C'est le thème de la sylviculture communautaire, le développement forestier communautaire comme élément fondamental pour la consolidation d'une stratégie nationale RED. Le Mexique part d'un principe fondamental qui est que les services environnementaux générés par les forêts sont une valeur publique essentielle pour le développement économique et social du pays. Cela est fait dans une condition où l'importance donnée au thème est placée au plus haut niveau. Et la déforestation et la dégradation des forêts, ça fait partie, c'est l'un des processus qui affecte le plus, de manière aiguë, les capacités de ces systèmes forestiers pour les services environnementaux, et cela constitue un service public très complexe. Ce problème n'est pas exclusivement lié au secteur forestier, c'est multifactoriel et c'est causé par des causes sous-jacentes directes et indirectes et même éloignées sur le territoire. Ceci exige que l'on doit se focaliser sur ce problème, sur le traitement de ce problème, et ça exige une approche intégrale où la transversalité des politiques publiques et la coopération de l'international jusqu'au local est fondamentale. Tout cela est fondamental. Alors, comment est-ce que le Mexique a commencé à se préparer pour RED, pour la stratégie RED? Le Mexique est un pays très actif en matière de changement climatique. Depuis 1997, on a établi un programme spécialisé sur les changements climatiques qui a été consolidé. Nous en sommes maintenant à au cinquième rapport sur les changements climatiques au Mexique, et la base institutionnelle de la coordination est basée sur une commission interministérielle sur les changements climatiques dont en 2009 justement on a fait à la RED Mexique, on a mis sur pied un groupe de travail ad hoc avec d'autres intervenants pour travailler sur les changements climatiques. À partir de 2010, on a mis sur pied un comité technique consultatif RED dont font part plusieurs groupes, des groupes non gouvernementaux, des groupes de producteurs, des dépendances du gouvernement fédéral et des États, comme instances conseillers pour travailler avec la commission intersécrétariale RED sur les changements climatiques. Et à partir de 2010, à Cancun, on a présenté, ça fait partie de la construction de la stratégie nationale RED Mexique, on a présenté la vision de la stratégie RED Mexique vers une stratégie nationale. C'est un document présenté par le président de la République, une action intégrée de la part du ministère et du secrétariat de l'environnement ainsi que du développement pêche du Mexique. En 2011, on a créé une autre commission interministérielle. Alors, il y a les problèmes publics qui sont gérés par des commissions intersécrétariales, comme on les appelle au Mexique. On parle de pauvreté et développement durable, et pour cela, il y a la commission interministérielle du développement durable, développement rural durable. Dans cette commission, il était important d'ancrer la stratégie RED
l'aide, ainsi que des actions pour le Mexique. Et c'est au sein de cette commission intersecrétariale qu'on trouve un programme spécial concurrent. Ce programme spécial concurrent a été établi par la loi. On parle de concurrence des ressources fédérales et de l'État pour le développement durable, dans lequel il y a à peu près 300 milliards de pesos, à peu près 300 millions de dollars pour le développement rural investi, et cela aura des impacts positifs ou négatifs sur le problème de la déforestation et de la dégradation. Donc, à partir de cette stratégie, on a examiné à d'autres échelles territoriales des plateformes de ce genre. On a mis sur pied d'autres plateformes dans les provinces, dans leur propre programme d'action climatique, également des plateformes de participation comme les comités consultatifs provinciaux et dans les régions. Et à partir de cette année, on est en train d'élaborer la stratégie nationale qui va commencer à consulter à partir de 2012. Pourriez-vous me dire le temps qu'il me reste? Merci. La vision RED a été élaborée dans un contexte participatif très étendu. Il y a plus de 40 organisations nationales, régionales, représentant les producteurs. Les organisations nationales ont participé à l'élaboration de cette vision, ce qui a donné un appui social important. Et dans cette vision, on a mis en évidence de manière importante l'intégration des politiques publiques qui appuient le développement rural durable. Pour ces raisons, on souligne la participation des deux commissions transversales pour le changement climatique comme pour le développement. Un élément important, c'est le renforcement et l'accent accordé à la gestion communautaire des forêts et la conservation de sa biodiversité. On ne peut pas avoir une stratégie de carbone qui limite les droits de propriété de développement des communautés qui sont propriétaires de ces ressources. On peut non plus remettre en question la conservation de la biodiversité, qui est un élément absolument essentiel dans le développement d'un pays. Les éléments de la stratégie qui ont été établis, on établit un bilan zéro des émissions dues à la déforestation et dégradation en 2020. C'est un objectif de mise en place de la stratégie. On établit également une réduction significative de dégradation en 2020. Tout en mettant l'accent sur la conservation de la biodiversité et le renforcement du capital social des communes rurales qui sont propriétaires des forêts. Et ceci grâce à la promotion du développement rural durable qui reconnaît les moteurs de perte des forêts qui se trouvent en dehors du secteur forestier. Les facteurs en fait qui entraînent la perte des forêts sont liés à d'autres problèmes à l'extérieur du secteur financier qu'une politique sectorielle ne saurait résoudre. De même, on vise à approfondir la coordination des politiques au-delà du secteur forestier à différents niveaux de gouvernement, national ou local, et la mise en œuvre sur la base des expériences réussies de gestion forestière communautaire. Bien évidemment, le Mexique compte une longue histoire d'expériences réussies en la matière. Un élément essentiel, c'est également le respect et la défense des droits de propriété des communautés autochtones. Je vous expliquerai d'ailleurs plus largement le régime de propriété et le régime foncier qui régit tout ceci. Alors, il y a 5 lignes stratégiques d'élaboration de la stratégie, arrangement institutionnel des politiques publiques, communication, participation sociale et transport, schéma de financement, développement de capacité et niveau de référence forestière et système de MRV. Comme nous l'avons mentionné, nous en sommes actuellement à une étape de préparation. Ceci dit, on est en train de mettre en place des actions dans le cadre duquel on a déterminé à niveau national des stratégies, donc au niveau des États fédéraux ou des provinces, puisque c'est à ce niveau que les politiques publiques sont de collaboration entre la fédération et les États sont établies. Ceci dit, tout en mettant l'accent sur des régions prioritaires où on trouve le plus de problèmes de déforestation et de dégradation.
On met l'accent aussi sur l'intégralité des politiques publiques avec l'implémentation conjointe des programmes spéciaux entre Semarnat et puis le développement rural grâce à des agences techniques locales. Un aspect d'ailleurs fort important du manque de coordination dans la mise en œuvre des politiques publiques est lié au manque de capacité locale pour pouvoir articuler non seulement les mesures d'incitation du développement avec les mesures d'incitation de conservation afin de respecter ou de les objectifs de développement des communautés rurales. On vise aussi à renforcer la gouvernance locale grâce à la mise en place d'arrangements institutionnels locaux à long terme. Ce sont des expériences qui ont été remarquées à l'extérieur et on estime qu'au Mexique, ça pourrait servir. Il y a aussi le renforcement des décisions des propriétaires de forêts. Si on ne veut pas la déforestation, on doit vraiment élaborer des mesures concurrentielles afin de permettre aux populations de conserver les réserves naturelles et que ces propriétaires ne voient pas ça comme un héritage dont ils pourraient se servir à des fins agricoles. Donc on veut vraiment un développement rural efficient à long terme pour pouvoir assurer la conservation de ce patrimoine. Au niveau national, on a aussi décidé de mettre l'accent sur 8 États de la République mexicaine, dont 5 exigent une action immédiate, donc Quintana Roo, Chiapas, Jalisco, entre autres. Il y a à peu près 70% de la déforestation nette, donc de la perte du couvert forestier au Mexique. C'est une question très difficile, l'utilisation des sols, mais dans ces États, on met l'accent sur une première étape afin de pouvoir obtenir des résultats concrets. Ce modèle d'implémentation, de mise en œuvre, on dirait un téléphone cellulaire, mais ce n'est pas le cas. C'est le modèle iPhone, n'est-ce pas? iPhone 5. Ça nous permet de voir comment est-ce qu'on conçoit la mise en œuvre d'une stratégie nationale. C'est un contexte donc sous-national qui assure l'alignement des politiques publiques avec des régions d'attention prioritaire tout en mettant l'accent sur une approche territoriale régionale au niveau du bassin versant ou corridor biologique qui permettra en fait d'assurer des avantages ou des bénéfices surtout pour les ressources qui sont très importantes comme les ressources hydriques ou la conservation du développement. On a donc l'échelle nationale, les niveaux sous-nationaux, comme par exemple la péninsule du Yucatan où il y a une initiative interestatale très importante, mais il y a aussi un niveau de région d'attention prioritaire où ce qu'on a encouragé plutôt c'est le renforcement des capacités des gouvernements locaux, à savoir que ce sont des niveaux, des paliers gouvernementaux qui n'ont pas de capacité adéquate pour pouvoir respecter un programme d'attention au bois grâce à des programmes d'association. Donc, ce faisant, on vise à renforcer les capacités locales afin de créer un environnement de mise en place des politiques. Et tout ceci serait régi par un conseil qui permettra de retirer cela des va-et-vient de la politique électorale et des intérêts politiques régionaux. Finalement, dans ce cadre, la mise en œuvre donc l'action locale à l'échelle des unités de base de gestion territoriale. Donc au Mexique, ce sont les tissus et les propriétés des autochtones, mais on viserait aussi à trouver des moyens de coopération micro-régionaux qui permettraient de développer non seulement des stratégies de conservation, mais également de renforcement économique afin de pouvoir tirer parti de la mondialisation et des possibilités économiques qui peuvent se présenter à l'échelle locale. On a 5 niveaux, dont 2 qui sont multi-échelles, donc des niveaux de gouvernance globale à locale, jusqu'au niveau de base, selon les plans
de collaboration élaborés, le développement des niveaux de référence qui sont bien articulés, qui nous permettraient donc de faire des rapports à l'échelle nationale tout en élaborant des définitions plus locales et des capacités des peuples autochtones qui seront susceptibles de surveiller l'évolution. De façon transversale, c'est appuyé par un développement des capacités dans ces deux éléments et de communication aussi, afin de respecter l'engagement de tous les acteurs impliqués. Et puis, bien évidemment, il y aurait un élément de financement, donc des mécanismes de distribution équitative des bénéfices doivent être mis en place non seulement à l'échelle nationale, mais aussi à l'échelle locale. D'ailleurs, le Mexique a un mécanisme très important, le Fonds forestier mexicain, qui permet la mise en œuvre de programmes et de politiques publiques à échelle pluriannuelle, dont peuvent se charger notamment les administrations locales. Et finalement, le but final, c'est mettre un frein à la déforestation et éviter la dégradation, conserver et augmenter les réservoirs de carbone et, de nouveau, consolider l'aménagement forestier qui est un élément absolument essentiel de conservation économique des communautés autochtones. Alors, le modèle d'implémentation, de mise en œuvre intégrale, donc les paysages forestiers, donc une communauté au Mexique, une communauté autochtone, en règle générale, est propriétaire des forêts, mais aussi du bétail. Ce sont des agriculteurs, ce sont des artisans, ils ont des activités économiques, commerciales. Donc, ce sont des espaces ruraux complexes qui ne se dédient pas uniquement à une activité forestière. Ceci implique qu'on a une approximation territoriale intégrale qui nous permet, grâce à ces différents agents techniques qui articulent, qui élaborent des politiques, qui permettent aux organisations civiles et aux communautés locales, accompagnent des processus de renforcement des communautés dans les différents secteurs et assurent une certaine collaboration transversale des différents programmes publics qui sont liés au développement rural. Alors, maintenant, je vais vous expliquer un peu la complexité, mais aussi vous présenter la réalité des forêts. Ça, c'est d'ailleurs un grand défi de la REDD à l'échelle internationale, puisqu'on rencontre beaucoup un mouvement enfin, fort contre la REDD, qui est une mesure visant à faire un rideau de fumée pour réduire les émissions. Et on essaye bien évidemment de retirer les droits des communautés autochtones. Et ça a trait à quelque chose. Sur les 3,8 milliards d'hectares de forêt dans le monde, en fait, 77% de ces terres appartiennent au gouvernement. Or, ces terres abritent des communautés. Ça d'ailleurs se retrouve dans les agendas internationaux, les programmes internationaux. Seuls 4% de ces terres se trouvent dans des communautés indigènes et 12% sont des terres privées. Dans le cas du Mexique, 70% des forêts, donc 130 millions d'hectares d'écosystèmes forestiers, semi-arides et arides, appartiennent à des communautés indigènes. Ce sont des formes de propriété collective des autochtones qu'on pourrait catégoriser comme un système privé coopératif. À l'échelle mondiale, le Mexique est considéré comme un des pays qui a beaucoup développé la foresterie communautaire. Il a aussi développé au cours des 20 dernières années une stratégie de renforcement des capacités, des connaissances et du développement des communautés autochtones. La foresterie communautaire est un mode de gestion des ressources forestières qui est effectué par les communautés indigènes ou les tissus indigènes qui sont propriétaires des terres et qui leur permettent d'obtenir, d'une part, d'obtenir un profit de l'exploitation de ressources naturelles et en même temps de conserver son capital naturel. Cela dépend bien évidemment des capacités institutionnelles
de ces propriétés collectives. Autrement dit, lorsqu'il y a un bon niveau de gouvernance communautaire dans ces territoires forestiers, eh bien, les objectifs sont absolument respectés. En revanche, lorsqu'il y a des problèmes de gouvernance dans les arrangements communautaires, dans les accords communautaires en règle générale, le problème c'est qu'effectivement on tient compte des ressources, ceci dit, on ne les distribue pas nécessairement de façon équitable et donc on ne conserve pas nécessairement les forêts. Ceci dit, si ces espaces étaient gérés par des communautés qui reçoivent une formation en capacité, eh bien les objectifs visés sont bien respectés. Ça a pu d'ailleurs être remarqué dans différentes études. Donc, David Bray affirme que la foresterie sociale au Mexique a permis, premièrement, de protéger les forêts et la biodiversité. Si on fait une analyse de la conservation des forêts, on débouche sur une amélioration de la capacité ou de meilleures conditions de conservation des forêts communales, des communautés. Cela a permis, deuxièmement, de contribuer à réduire la pauvreté. Et ce sont des mécanismes qui ont beaucoup réussi pour mettre en place un système de gouvernance qui permet une interaction normale entre les autorités et les communautés, ce qui réduit les possibilités de conflit. Pour pouvoir appuyer cette stratégie, le gouvernement compte sur de nombreux programmes et actions relationnés ou liés à la gestion de la foresterie sociale. Bien évidemment, s'il y a beaucoup de terres qui appartiennent au secteur privé, qui reçoivent des subventions pour la gestion, eh bien, l'accent est principalement mis sur les communautés par l'entremise de différents programmes. J'aimerais mettre l'accent sur 4 programmes. Le programme PROSIMA, l'aménagement et conservation des forêts communautaires, également le projet de développement durable pour les communautés rurales et indigènes du nord-est semi-aride, PRODESNOS, DEFCOFOS, le projet de foresterie sociale dans les États du Sud, ainsi que le programme pour la promotion de l'organisation sociale, la planification, le développement régional et la foresterie communautaire. Ces instruments de renforcement des capacités et du capital social s'accompagnent d'autres mesures d'incitation qui sont liées au développement des affaires forestières et l'augmentation de la conservation. Alors, les lignes stratégiques d'opération de cette politique à l'égard des communautés sont liées avec au renforcement du capital social. Donc, renforcer le capital social à l'échelle communautaire, donc des communautés indigènes, des organismes représentatifs et des plateformes de prise de décision comme les assemblées, le renforcement des entreprises forestières communautaires et des différentes associations régionales de communautés forestières. Comme je vous l'ai dit, il y a d'autres programmes qui sont coordonnés avec ceux que j'ai déjà signalés, dont l'objectif vise à renforcer le capital social, tel que le programme de la CONAFOR qui vise à bien gérer les pratiques forestières adéquates, des filières de bois, le développement de chaînes de production et de valeur, et le programme de services environnementaux qui vise à élargir en fait les réserves à l'échelle mondiale. Il y a aussi les thèmes de la reforestation et de la participation sociale. On a cherché à mettre l'accent sur ces actions, mais aussi dans d'autres sites où on essaye de chercher les aires de meilleure production forestale, donc renforcer les capacités des communautés rurales et se servir d'autres projets internationaux qui sont axés plus particulièrement sur le sens commun, comme l'élaboration de pratiques de conservation de la biodiversité dans les aires réservées, comme la commercialisation de bois certifiés. Ça, c'est une initiative très importante pour la certification de la gestion des forêts durables à l'échelle communautaire, qui nous permettent d'avoir des outils qui nous permettent de trouver de nouveaux commerces, notamment les commerces émergents.
Par ailleurs, on a aussi on a développé des efforts pour créer des mécanismes locaux de paiement de services environnementaux. C'est-à-dire qu'il y a des usages directs du service hydrologique, des technologies hydrauliques pour assurer le transfert des ressources permanentes vers les communautés afin de leur permettre d'assurer la gestion durable de leurs forêts. L'idée aussi est de lier ce développement forestier à une industrie forestière par l'entremise d'initiatives de développement des bassins industriels forestiers. Autrement dit, trouver des créneaux, des niches de marché pour les produits forestiers tout en gérant en fait les terres communautaires. Bien évidemment, il faut stimuler le développement de capacités institutionnelles et techniques à tous les échelons. Alors, pour comprendre en fait la complexité, c'est un territoire énorme. Il y a plus de 30 000 communautés au Mexique, donc à peu près 30% sont des communautés forestières, et on a toutes sortes de diversités de produits qui nous ont permis d'établir des outils différents afin de renforcer les capacités de développement des communautés. Donc il y a les producteurs potentiels du premier type qui n'ont pas vraiment, en fait, qui très souvent mènent des activités assez illégales, qui n'ont pas de permis, qui ne sont pas réglementées. Et ce qu'on essaye de faire, c'est de renforcer leur capacité d'organisation et générer des instruments de gestion. Il y a également les producteurs qui vendent sur pied, à savoir qu'ils vendent à une entreprise ou à une tierce partie, et on cherche à les intégrer dans d'autres secteurs et à d'autres communautés qui ont vraiment des industries légales. Il y a aussi des producteurs de matières premières forestales de premier niveau, et il y en a d'autres qui sont des producteurs capables d'effectuer le processus de transformation et la vente. C'est lié à la construction, à la fabrication de meubles et d'autres produits comme les produits de contreplaqué, etc. et qui parfois exportent même. Alors pour vous donner une idée du volume des travaux à l'échelle des subventions, des incitations, dans ce contexte, c'est un des outils les plus importants pour pouvoir renforcer la conservation des forêts dans le pays. Et bien dans chacun de ces producteurs, vous avez les RITO, c'est les communes soutenues par les différents instruments des politiques publiques en matière forestale. Au total, nous avons à peu près 1650 RITO, ces communautés qui ont reçu un soutien de la CONAFOR sur différents programmes. Et pour conclure, j'aimerais juste vous faire quelques remarques finales. La RED est une possibilité de renforcer les politiques publiques forestières et de développement rural, et cela permet aussi de nous axer sur une différente façon de mettre en place les politiques. C'est une grande possibilité d'avancer dans la gestion communautaire des forêts et de donner de la visibilité sur le rôle des forêts et son aménagement dans les paysages agraires et les systèmes productifs, ainsi que la valeur publique des services environnementaux. Tout ceci sera possible à titre de mécanisme, à condition qu'il y ait des engagements à long terme à l'échelle nationale et internationale. Il y a des problèmes énormes, il y a une crise financière énorme. Nous, on parle de piñatas de hule, donc de pommes de pin. C'est très difficile en fait de pouvoir obtenir ces fonds sur des fonds qui peuvent nous aider. Ceci dit, les coûts de transaction sont très élevés pour les pays, alors que les processus de mise en œuvre sont à jour. Le volume d'investissement que le Mexique s'est engagé à fournir dépend malheureusement de l'existence ou non de l'aide internationale. Bien évidemment, s'il y a une aide internationale, c'est beaucoup plus facile et rapide de mettre sur pied ces politiques. Ceci dit, le Mexique a établi ceci comme une priorité et par conséquent, on essaye d'apporter les modifications institutionnelles nécessaires afin de pouvoir aborder le problème de manière concluante. Merci beaucoup.